Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le thème d'écouter son corps. Écouter son corps quand on souffre de troubles alimentaires et notamment d'hyperphagie. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non, parce qu'on entend souvent qu'il suffit d'écouter son corps pour retrouver une alimentation sereine. Écoute ton corps, voilà. Et il suffit de t'écouter, comme ça tu sauras quand manger et quand arrêter de manger. Mais quand on souffre d'hyperphagie, cette phrase elle peut être extrêmement culpabilisante parce que justement on a l'impression de plus savoir écouter son corps. D'ailleurs c'est pas qu'une impression, c'est souvent le cas. Donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Des questions peut-être à se poser, c'est comment on écoute son corps quand on ressent presque jamais la faim. Déjà, pour commencer, parce que quand on souffre d'hyperphagie, souvent la faim, elle passe un petit peu à la trappe. Et puis aussi, comment faire confiance à ces sensations quand elles sont contradictoires ou quand elles sont absentes, quand elles sont brouillées. Les troubles alimentaires ont tendance à brouiller nos sensations. Comment savoir en fait si, quand on essaie d'écouter son corps, est-ce qu'on répond vraiment à un besoin, un vrai besoin, ou est-ce que là c'est la compulsion qui est là ? Et ça c'est une question que me posent souvent mes clientes en accompagnement, c'est ouais ok c'est cool, je veux bien écouter mon corps, mais comment savoir si là je suis pas en train juste d'autoriser, de répondre à une compulsion quoi. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que écouter son corps, c'est pas juste un interrupteur qu'on rallume du jour au lendemain en fait. C'est pas ok, à partir de demain j'écoute mon corps et paf c'est parti. Non, c'est une compétence. Voilà, c'est une compétence qui se reconstruit progressivement. Et déjà, je veux vous parler de la croyance bloquante qui empêche justement de développer à nouveau, on va dire, cette compétence, puisque c'est quand même inné, hein, on l'a depuis la naissance. Et cette croyance, c'est que écouter son corps, ça reviendrait à manger n'importe quoi, tout le temps, à manger beaucoup, et à manger sans avoir aucun cadre, aucune règle, aucune structure. Il y a cette croyance que écouter son corps et manger de façon intuitive, c'est je fais ce que je veux quand je veux sans réfléchir. Et il y a cette vision que, en gros, l'alimentation intuitive, c'est j'autorise tous les aliments, ça c'est vrai, mais en gros, je réfléchis pas et dès que j'ai une envie, je mange quoi. Et cette vision, voilà, c'est souvent une caricature, c'est très très courant en fait, cette caricature, alors que l'écoute du corps, ce n'est pas manger uniquement selon des envies immédiates, c'est pas je prends tout ce que j'ai sous la main et puis hop, c'est pas avoir zéro structure alimentaire, c'est pas avoir zéro anticipation en fait. C'est pas une alimentation où vous tenez absolument pas compte de votre contexte, que ce soit le contexte de votre santé, contexte social, environnemental, etc. En fait, manger intuitivement, ce n'est pas manger sans aucune réflexion. Donc, déjà, je voulais vraiment débunker cette croyance. Faut bien faire la distinction entre cette espèce de chaos alimentaire hyper caricatural, genre je fais n'importe quoi, j'ai aucun repère, et l'extrême inverse qui est la rigidité alimentaire. Donc je dois manger parfaitement, j'interdis des trucs, etc. Il y a un juste milieu, qui est l'écoute corporelle, la flexibilité alimentaire. J'ai une capacité à ajuster mon alimentation avec souplesse selon mes besoins physiques, mes besoins émotionnels. C'est pas une absence, j'ai pas une absence de structure ou de règles. L'écoute de soi, c'est pas ça en fait. C'est plutôt de la flexibilité, sans juger. Voilà, c'est être bienveillante avec vos besoins et sans jugement. Je voulais parler aussi de ce piège du coup de je dois parfaitement écouter ma faim. Donc certaines personnes vont être bloquées aussi dans l'écoute du corps. Je vois ça en accompagnement quand je parle de reconnexion aux sensations alimentaires à des personnes qui ont souffert d'hyperphagie ou de troubles alimentaires en général. Il y en a beaucoup qui vont tomber dans ce piège de du coup il faut absolument que je mange que quand j'ai faim et que j'arrête quand j'ai plus faim, et si je mange pas parfaitement de cette façon-là, ça veut dire que c'est pas bon, quoi. Donc en fait, beaucoup de personnes vont tomber dans une énième injonction. L'écoute des sensations alimentaires va devenir une énième injonction. Or, l'écoute, c'est pas ça, encore une fois, hein. C'est pas censé être une injonction, pardon, c'est pas censé être contraignant. En fait, dans les deux cas, ça va devenir, du coup, cette surveillance constante, quoi.
cette surveillance constante de si j'ai faim, c'est bon, je mange, et si j'ai pas faim, je mange pas. Voilà, et la peur de mal faire du coup par rapport à ça, il y a une recherche de perfection par rapport à ça, alors que manger intuitivement, c'est pas censé être une nouvelle règle alimentaire, c'est pas censé être quelque chose qu'on réussit ou qu'on échoue, en fait. Et ça, c'est un peu un piège psychologique, beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'alimentation intuitive comme un nouveau régime, en fait, quelque part. Comme une nouvelle contrainte, une nouvelle injonction, alors que ça n'est pas censé l'être. Sinon, c'est contre-productif, hein, du coup. Donc, j'avais envie de vous parler de, plus précisément, pourquoi c'est difficile, finalement, d'écouter son corps quand on souffre d'hyperphagie ou qu'on a souffert d'hyperphagie. Et il y a une première chose à prendre en compte, dont il faut prendre conscience, c'est que les troubles alimentaires vont brouiller les sensations corporelles. Et donc les conséquences d'avoir eu une restriction, des phases de restriction répétées, et des phases d'hyperphagie répétées, c'est que ça peut rendre votre faim plus intense, et dans les phases d'hyperphagie, en fait, vous allez confondre la faim, l'envie, l'automatisme, l'urgence de la crise, il y a un petit peu de tout ça qui se mélange. Et la culpabilité aussi qu'on va ressentir après une crise, après avoir mangé, ça va aussi vous déconnecter de vos sensations. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand votre corps il a été régulièrement privé ou contrôlé, il peut envoyer des signaux très très forts. C'est pas un corps qui fonctionne pas bien, c'est un corps qui essaie de se protéger en fait. Puis il y a aussi une autre réalité par rapport à l'hyperphagie, c'est que moi j'ai beaucoup de personnes en accompagnement qui me disent j'ai peur d'avoir faim. Il y a une tolérance à la faim qui est réduite, en fait. Dès qu'il y a un moindre signe de faim, ça va être tout de suite, il faut manger beaucoup. Ou des personnes qui mangent carrément en anticipation de la faim pour ne jamais avoir faim. Il y a aussi le besoin, chez certaines personnes qui souffrent d'hyperphagie, de se sentir très remplies pour s'arrêter de manger. Donc là, il y a besoin d'une sursatiété, en fait. Et il y a aussi la difficulté à tolérer la sensation du ventre plein chez d'autres personnes, donc ça dépend, il y en a qui aiment bien, il y en a d'autres qui ne supportent pas de se sentir le ventre plein, et il y a bien sûr donc beaucoup de personnes qui supportent pas d'avoir des envies alimentaires, qui ont peur de cette sensation de l'envie, de la recherche de satisfaction, parce qu'il y a encore une fois cette question de est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est un besoin légitime, ou est-ce que c'est une crise? Et il y a tout de suite cette angoisse là qui va monter. Donc certaines personnes vont faire des interprétations. Il y a vraiment une hyper-conscience, une hyper-vigilance au niveau des sensations alimentaires quand on veut travailler dessus. C'est-à-dire qu'une faim normale va être interprétée comme « Ah ça y est, je vais perdre le contrôle, je vais faire n'importe quoi ». Une envie de quelque chose va être interprétée comme « C'est une compulsion ». Et la satiété va être interprétée comme « J'ai forcément trop mangé, c'est pas bien ». En fait, tout va être interprété à chaque fois. Tout va être scruté, analysé, jugé. C'est ça Voilà, c'est ça aussi le gros problème, la difficulté principale avec l'hyperphagie. Donc c'est petit à petit qu'on reconstruit la confiance envers les sensations, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, effectivement. Et puis, oui, donc bien sûr, il y a toutes ces pensées-là, en fait, le poids des pensées de restriction, des pensées de contrôle, qui prend énormément de place, et qui empêche une reconnexion. Donc toutes les règles alimentaires qui ont été intégrées depuis parfois un très jeune âge, tous les interdits, la peur de grossir, la culpabilité, en fait tout ça va faire comme des interférences finalement, ça va parasiter un petit peu vos sensations. Vous savez quand vous avez envie de manger quelque chose, et que immédiatement après il y a cette petite voix qui dit « Ouais mais tu devrais pas, ouais mais c'est pas bien ». Et cette lutte intérieure, elle rend l'écoute du corps beaucoup plus difficile. C'est pour ça que demander à quelqu'un qui souffre d'hyperphagie de simplement écouter son corps et tout ira bien, c'est un peu irréaliste, il y a des étapes à respecter, c'est là qu'un accompagnement psychocomportemental est indispensable. Moi, c'est ce que je fais avec la rééducation alimentaire, il y a clairement une phase, après avoir apaisé les compulsions, il y a vraiment cette phase de reconstruction, en fait. On reconstruit une alimentation naturelle, consciente, plaisir, et justement, on déconstruit la croyance que l'alimentation est censée être en permanence une contrainte. Bah, pas du tout. Pas du tout. Mais comment on fait alors? Comment on fait pour reconstruire l'écoute du corps? Notamment, je vais vous parler un peu de ce que je propose dans la rééducation alimentaire, mais la première étape, et je crois que je le dis dans plein d'épisodes de podcast, mais c'est pas grave, je vais le redire parce qu'il faut que ça rentre. La première étape, c'est retrouver une sécurité alimentaire. Avant de demander à votre corps de se réguler, faut lui montrer qu'il est plus en danger, en fait. Il faut le rassurer, parce que pour votre corps, les phases de restriction et les phases de compulsion, c'est une instabilité, en fait, physiologique. Faut lui montrer que maintenant, il y a de la stabilité,
faut lui inculquer cette stabilité. Donc en gros, ça inclut manger suffisamment et régulièrement. Donc des repas, on arrête de sauter les repas, etc. On arrête de sauter le petit-déj, on fait des collations. C'est vraiment prouver à votre corps que tout va bien. Il y a de la nourriture régulièrement et il n'y a plus de restrictions. Donc vraiment sortir de ce cercle privation-compulsion, hein. C'est vraiment la base, je le dis, je le redis. Un corps qui a peur de manquer, il n'est pas disponible pour une écoute des sensations en fait. Il va se mettre en mode survie. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est fondamentale, on peut pas passer outre. Après, la deuxième étape, ça va être d'observer, mais sans re-rentrer dans du contrôle, sans chercher à contrôler. Donc c'est développer de la curiosité par rapport à vos sensations. Donc on n'est pas dans le « est-ce que j'ai parfaitement respecté ma faim ?» mais c'est plutôt « qu'est-ce que je ressens, sans jugement, et comment mon corps il me signale que j'ai de la faim ?» Parce que chaque corps est différent, chaque personne a ses ressentis. Et comment je sais que je suis satisfaite à la fin d'un repas, par exemple ? Qu'est-ce qui influence mes envies ? Donc c'est vraiment apprendre à vous connaître, sans juger et analyser à chaque fois ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, sans chercher à faire parfaitement. Et c'est trouver un petit peu vos limites, c'est quoi vos sensations à vous, en fait. Sans vous baser sur des signaux extérieurs ou c'est sur des je devrais ressentir ça, ça devrait se passer comme ça. Non. Essayez justement d'être curieuse envers votre propre corps, qu'est-ce qui se passe dans votre corps à vous, quoi. Et puis, troisième étape, ça va être ensuite d'apprendre à différencier ces signaux et puis à les nuancer un petit peu, donc comprendre la différence entre la faim physique, l'envie émotionnelle, l'habitude, la recherche de réconfort, peut-être l'envie de manger par anticipation. Donc j'en parlais un petit peu dans un autre épisode, l'épisode de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, de la différence entre faim et envie. Et dans tous les cas, en fait, les deux sont légitimes pour manger. Hein. C'était la conclusion de l'épisode, c'était ça. Hein. C'est intéressant de savoir un petit peu, qu'est-ce qui s'exprime comme besoin, et toutes ces raisons de manger, elles sont légitimes, hein, donc le but c'est pas d'éliminer certaines raisons de manger, mais c'est de retrouver la notion d'alimentation consciente, de retrouver la notion de choix dans votre alimentation. Et puis, quatrième et dernière étape, ça va être, comme je vous disais, c'est une question de confiance, de redévelopper de la confiance en vous, en votre corps, en vos sensations. Et encore une fois, il s'agit pas de ne plus jamais manger par envie, et de manger que quand on a faim, faut vraiment arrêter avec ça, c'est de vous faire confiance, et de vous dire, je peux manger de différentes façons, être connecté à moi-même, et c'est pas parce que je mange des fois par envie ou par anticipation, ou parce que je suis dans un certain contexte, que je suis déconnectée de moi-même et que je vais pas respecter mes besoins. Donc c'est un peu aussi déculpabiliser, hein, finalement. Être connecté à soi-même, c'est aussi, par exemple, manger un dessert sans avoir faim parce que vous en aviez envie. Et vous êtes connecté à cette recherche de satisfaction ou peut-être un besoin émotionnel. Ça va être aussi accepter que certains jours vous avez besoin de manger davantage. Ça peut être, à d'autres moments, manger moins, sans que ce soit quelque chose de... Voilà, c'est pas de la restriction, c'est pas du contrôle, c'est juste que, là, tiens, j'ai moins faim aujourd'hui, j'ai besoin de manger moins. Et c'est tout. C'est juste un fait. C'est, voilà, vous constatez qu'il y a ce besoin-là, et il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de valeur morale derrière. Et globalement, voilà, vous faites confiance aux ajustements de votre corps, sans vous dire « Ah, c'est bien » ou « Là, c'est pas bien ». C'est juste comme ça, et c'est tout. Attention cependant à ces erreurs fréquentes quand on est dans ce processus, cette démarche-là, hein, d'écouter son corps. Attention, l'erreur que je vois souvent, donc j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est chercher la perfection. Voilà, chercher la perfection. J'ai pas faim, donc c'est pas bien de manger, et du coup je suis pas dans l'écoute, etc. Non, y a pas de souci en fait. Et puis c'est de vouloir en fait que les signaux ils soient parfaits tout le temps, que vous ressentiez parfaitement la faim avant chaque repas, que vous ressentiez parfaitement la satiété, etc. Alors qu'en fait les sensations elles vont revenir souvent progressivement, et pendant un temps vos sensations elles vont pas être fiables. Voire dans certains cas, ça dépend vraiment de s'il y a une pathologie, des médicaments que vous prenez, etc. Mais dans certains cas, les sensations, elles sont jamais fiables, en fait. Erreur numéro 2 que je vois beaucoup aussi, c'est supprimer les repas réguliers et structurés trop tôt. Donc j'ai des personnes à qui en début de parcours je dis faut absolument ne plus sauter de repas, faire un petit déj, faire des collations, etc. Et maintenir ça sur une certaine période quand même.
Et des personnes qui vont me dire « Ouais, j'ai essayé pendant 3 jours, ça a rien changé », c'est normal, hein, c'est parce qu'il faut quand même faire ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour rassurer le corps. Donc les repas réguliers, c'est une aide thérapeutique, c'est pas forcément obligé que ce soit quelque chose de long terme, mais ça peut être en tout cas une structure temporaire qui va vous aider à rassurer votre corps, et qui n'est pas du contrôle, mais ça sert à rien de le faire pendant juste 3 jours, quoi, ou juste une semaine, en fait. C'est quelque chose quand même qu'il faut faire un peu plus régulièrement et sur du moyen terme, on va dire. Et la troisième erreur que je vois beaucoup, mais j'en ai déjà parlé aussi, mais pour récapituler un peu, c'est utiliser l'écoute du corps pour contrôler, surveiller l'alimentation. Où on va analyser chaque bouchée, on va chercher la quantité exacte qui est la bonne quantité, ça va être la peur de dépasser la satiété, oups, là j'ai un peu trop mangé donc c'est pas bon, je suis pas dans l'écoute. En fait, l'écoute du corps, c'est pas manger forcément tout le temps parfaitement selon ses besoins. Justement, des fois quand on dépasse les besoins, bah c'est ok et on peut réajuster après. Et on va se dire, ok, là peut-être que, je sais pas, vous avez beaucoup mangé à midi, et ben, ok, je suis dans l'écoute et dans la flexibilité, dans l'adaptation, et je vais m'adapter au prochain repas, je vais écouter ma faim pour la suite, et voilà. Vous pouvez pas faire d'erreur, en fait. Vous ne pouvez pas échouer dans l'écoute de votre corps. Vous pouvez constamment vous adapter et réajuster. Et tout va bien se passer. Donc ouais, écouter son corps quand on souffre d'hyperphagie, quand on sort de l'hyperphagie en tout cas, c'est pas apprendre à manger sans aucune limite, c'est reconstruire une relation de confiance avec votre corps qui a parfois été malmené pendant plusieurs années. L'écoute corporelle, c'est une compétence, et c'est quelque chose d'inné, en fait. Mais ça nécessite souvent de passer par une phase de sécurité alimentaire, de stabilité physiologique, de régulation. La liberté alimentaire, en tout cas, faut bien retenir l'alimentation intuitive, si je puis dire. Ça signifie pas ne plus du tout avoir de règles ou de cadres, ne plus du tout avoir de conscience nutritionnelle. Ça signifie pas non plus manger parfaitement. C'est vraiment juste retrouver la notion de choix conscient. Voilà, une alimentation consciente, plaisir, qui n'est pas contraignante. Vous allez justement vous construire vos propres repères et trouver les choses qui fonctionnent pour vous, plutôt que de vous baser uniquement sur des signaux extérieurs comme un plan alimentaire par exemple. Le but, c'est pas de devenir quelqu'un qui écoute son corps à la perfection, ça n'existe pas. Le but, c'est d'être quelqu'un qui peut entendre son corps sans avoir peur de ce qu'il dit et sans être dans le jugement. Et c'est sur ces mots qu'on va terminer cet épisode. J'espère comme d'habitude que ça vous aura apporté les clés nécessaires pour faire la paix avec la nourriture, pour faire la paix avec votre corps, et que ça vous aura fait un petit peu déculpabiliser peut-être de certaines choses. Donc merci de votre écoute. Et si vous appréciez mon travail et le podcast, n'hésitez pas à lui laisser la note de 5 étoiles, et n'hésitez pas aussi à laisser des petits commentaires, des petits messages, que ce soit sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, ou que ce soit sur Instagram. J'adore discuter avec vous, donc je serais ravie de recueillir vos questions. Je suis psychonutritionniste spécialisée hyperphagie, je propose un accompagnement individuel en visioconférence, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez le lien en description. Si vous savez pas trop par où commencer, je propose aussi une mini-formation gratuite sur 7 jours pour vous aider à désamorcer vos compulsions. Pareil, il y aura le lien dans la description si vous ne l'avez pas encore découvert cette formation, et ben je vous laisse vous inscrire gratuitement en ligne. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.